Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Michel Onfray pour son livre « La foudre gouverne le monde » paru aux éditions Albin Michel. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. C'est votre 8e tome d'un journal hédoniste. Vous ne poussez pas un peu loin le bouchon en disant « J'étais, je suis et je demeure debout sur le bateau qui coule ». Pourquoi ? Vous avez l'impression que je suis à genoux, avachi, allongé, à quatre pattes ? Non, pas du tout. Mais c'est quoi, ce qui vous gêne, c'est le bateau qui coule ? Non ? C'est le bateau qui coule. Ah oui, c'est ça. Eh ben oui, mais hélas, je pense que le bateau coule vraiment tous les jours et qu'on en voit un peu plus à chaque fois. C'est regarder ce qui se passe actuellement avec la dissolution, la dilution de l'Assemblée nationale, mais la dissolution de l'Assemblée nationale et le concours de mensonges, de vanité, d'égotisme, enfin, ne serait-ce que sur la question du Hamas, des gens qui, depuis le 7 octobre, nous font savoir que ce sont des résistants, des patriotes, qui travaillent pour une cause juste, l'instauration d'un État d'Israël très exactement entre le Jourdain et la Méditerranée, c'est-à-dire en lieu et place d'Israël. Et puis, pour quelques places, vous avez quelques places à l'Assemblée nationale, vous avez un Glucksmann qui se rallie, alors qu'il s'était fait cracher dessus, insulté parce que juif, probablement par des communistes, d'autres avaient dit par des gens de la France insoumise, pendant qu'il faisait sa campagne, et tout ce monde-là avale sa honte et est prêt à gouverner ensemble en jetant par-dessus bord les principes et en incarnant le nouvel antisémitisme. Si c'est pas ça, un bateau qui coule, dites donc. Alors, on va procéder en ordre. On va parler naturellement de l'actualité, mais vous dites « je n'ai pas changé ». C'est le monde qui a changé. Je suis toujours du côté des femmes, des homosexuels, des laïcs, des juifs, des libres penseurs. Je n'ai pas changé. Je ne suis pas non plus pour le commerce des corps, la location des utérus et la vente d'enfants. Je n'ai pas changé. Je suis toujours athée et j'estime que toutes les religions font mauvais ménage avec la démocratie et la liberté. Mais vous dites quand même aussi que les religions ont rendu possible cette civilisation. Donc vous ne jetez pas tout le bébé avec l'eau du vin. Ah non. Non, je pense que la théocratie est une mauvaise chose. Cette idée que ce serait le pouvoir de Dieu qui devrait s'incarner dans la cité, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de Dieu, je dis que, en ce sens, je suis un laïc. Je pense que la démocratie est préférable à la théocratie. Théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Démocratie, c'est le pouvoir des hommes. D'un côté, on s'en va chercher une transcendance, de l'autre côté, on se réclame d'une immanence. C'est pas exactement la même chose. Donc moi, je suis judéo-chrétien, c'est-à-dire produit d'une civilisation que je défends, et j'estime effectivement qu'il y a un certain nombre de choses à prendre en considération aujourd'hui, notamment le statut des femmes, des juifs et des petites gens, je dirais. Pensez bien que quand... je ne vais pas aller jusqu'à Léon Blum, mais disons jusqu'à François Mitterrand. À l'époque de François Mitterrand, il n'est pas question de louer des utérus, de vendre des enfants, ou par antispécisme, de justifier la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Ce que défendent des gens comme Peter Singer et un certain nombre d'antispécistes ou de véganes. Donc il y a un moment donné où on se dit, oui, effectivement, ce monde a changé parce que ces questions ne se posaient pas il y a 30 ans. Et depuis qu'elles se posent, eh bien, la gauche les a résolues dans le mauvais sens. Je pense que la gauche devrait dire, mais attendez, on est toujours du côté de Fantine et de Cosette et pas du côté des Thénardier. Les femmes pauvres ne doivent pas avoir comme seul horizon de louer leur utérus. La gauche ne peut pas défendre ça. Alors, quels sont les Thénardier contre lesquels il faut se battre aujourd'hui ? Quels sont les tyrans contre lesquels il faut se battre ? C'est très simple, ce sont les wokistes, les déconstructionnistes et les islamo-gauchistes. C'est d'ailleurs, ce sont souvent des ensembles qui s'interpénètrent, et tous ces gens qui sont dans les loges de la violence, qui nous disent que la police tue, qui nous font savoir qu'il faut du métissage, qu'un Français est obligatoirement un hétérosexuel blanc, mâle, dominateur, etc., que Israël est un pays d'apartheid et qui colonise, etc., etc. Enfin tout ça, que les hommes, les femmes, ça n'existe pas, qu'on doit pouvoir faire la promotion de la question transsexuelle dans les écoles primaires, etc. Non, je pense que dans les écoles, on doit apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, et que on doit défendre l'islam en sachant ce qu'est l'islam, c'est-à-dire ne pas nous dire que c'est une religion de paix, de tolérance et d'amour.
Il y a un moment donné où il faut juste avoir lu le Coran, avoir lu les hadiths du prophète, avoir lu une biographie du prophète pour savoir ce qu'est véritablement l'islam, à savoir une théocratie pour le coup. Et on sait très bien que, par exemple, en Israël, il y a des tenants de la démocratie et des tenants de la théocratie. Je me souviens d'avoir fait une conférence avec un rabbin à Jérusalem, et je dis, mais l'absence de constitution, il me dit, si, nous avons notre constitution. Et je dis, mais c'est quoi la constitution? Il me dit, c'est la Torah. Je dis, oui, d'accord, mais on peut imaginer que ceux qui ne croient pas à la Torah, ou au Dieu de la Torah plutôt, c'est autre chose, peuvent avoir envie d'un contrat social de type rousseauiste ou de type hobbesien. Je préfère Hobbes à Rousseau pour le coup. Et là, on peut effectivement, avec la laïcité, défendre la possibilité de vivre ensemble. Alors, ça nous ramène à l'actualité. D'abord, Michel Onfray, comment vous percevez la décision prise par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale avec cette prise de risque énorme, ce risque de chaos qui est devant nous, non? Oui, bien sûr. Moi, je pense que depuis longtemps, j'ai écrit un livre contre lui qui s'appelait Foutriquer, qui est un mot qu'utilisait Hébert pendant la Révolution française, que Jules Vallès a utilisé ensuite. Et je pense que cet homme est affublé d'un narcissisme maladif, pathologique. C'est un personnage qui n'a ni le sens de l'État, ni le sens de la France, ni le sens des Français, ni le sens de l'intérêt général, ni le sens du bien public, et qui mène une aventure personnelle. Je rappelle que quand il a choisi 3 volumes de Pléiade pour sa photo officielle, il y avait la Pléiade du général de Gaulle, la Pléiade de Stendhal et la Pléiade de Gide. Quel était ce Gide qu'il voulait mettre en avant? L'auteur de Corydon, le monsieur qui s'en va chercher des petits garçons en Afrique du Nord, c'est aussi ça, Gide. Ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Quand on est dans le symbole, on fait attention à ne pas choisir un auteur comme celui-ci. Général de Gaulle, on voit bien qu'on peut le choisir parce qu'on a l'impression qu'on est son successeur. Et puis, Stendhal, c'est Henri Bell, le bellisme, cette espèce d'égotisme, de culte du moi, pour le dire avec le vocabulaire de Barès. Qu'est-ce qu'il annonçait, ce chef de l'État, quand il nous disait « Je vous mets là 3 Pléiades pour que vous compreniez bien qui je suis de manière codée, plus ou moins codée ». En fait, c'est un petit garçon, c'est un jeune homme qui n'est pas content quand on ne vote pas pour lui, ou quand on lui dit qu'on ne l'aime pas. Il a eu tout. Il a eu le Sénat, l'Assemblée nationale, l'élection à la présidence de la République alors qu'il n'avait pas 40 ans. Il a été élu une 2e fois. Il a eu toute la presse pour lui. Il a eu la finance. Il avait tout le monde. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à être un peu critique, il a fait savoir que j'étais sur une liste noire, qu'il y avait d'ailleurs à l'époque un certain Éric Zemmour, qui n'est pas devenu ce qu'il était, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et puis un autre qui s'appelle Alain Finkielkraut. Et ce type n'était pas capable d'accepter une parole qui n'était pas désobligeante à l'époque, elle était vaguement critique. Je suis devenu un peu plus critique ensuite, mais il ne supporte pas, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à la frustration, il ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Et là, il a pris ça comme une offense personnelle. Il dit, mais vous avez voté contre moi, puisque c'est ça, je casse tout, je casse le jouet. Et donc, je détruis tout, je détruis un gouvernement. Enfin, ce qui nous attend et les menaces qui se profilent à l'horizon ne sont pas nécessairement de ce côté-là. Il y a un chapitre dans votre livre sur l'antisémitisme de gauche où vous dénoncez le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Ahmadinejad quand celui-ci menaçait de rayer Israël de la carte. On a un peu oublié. Mais on oublie tout. Il a rafraîchi ça en parlant du Hamas dans les mêmes termes. Bien sûr. Non, mais on oublie tout. Je veux dire, les gens n'ont pas de mémoire. On est surinformé. Et une information chasse l'autre. Et on a oublié tout ça. On a oublié qu'Ahmadinejad a dit ça très précisément, qu'il voulait rayer Israël de la carte. C'est pas rien, quand même. Donc, il y a un moment donné où, quand vous êtes un homme politique français et que vous reprenez ce discours à votre propre compte, vous dites clairement qui vous êtes. Et cet homme, il est toujours en course. Et c'est toujours Marine Le Pen dont on dit qu'elle est antisémite. Lui, il peut très bien soutenir un président de la République islamique qui nous dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Il n'est pas antisémite. Marine Le Pen, qui n'a pas de condamnation personnelle, est antisémite parce que son père l'était antisémite. Évidemment que Jean-Marie Le Pen était un antisémite, un homme d'extrême droite, un vichiste, un pétiniste, ça ne fait aucun doute quand on a lu les 2 tomes de ses mémoires, ce qui est mon cas. Mais il y a un moment donné où on se trompe d'ennemi, quand on voit l'antisémitisme là où il n'est pas, et quand là où il est, on prétend qu'il n'en est pas question. Il y a un chapitre sur Kamel Daoud intitulé « La double fatwa », celle édictée par l'Algérie et celle d'une poignée d'universitaires signataires d'une pétition
dans le monde, et vous écrivez, ces gens qui désignent la gorge de celui qui pense en homme libre le font bien sûr au nom de la liberté d'expression. Notre époque sent le sang. Oui, je trouve que j'ai même dénoncé ça il y a très longtemps avec Salman Rushdie. J'étais jeune auteur à l'époque chez Grasset, et je me souviens que Grasset avait des policiers au pied de l'entrée de la maison d'édition. Non pas que Grasset ait édité Salman Rushdie, mais il y avait une solidarité avec Salman Rushdie, et personne n'a rien fait. On n'a pas rappelé un seul ambassadeur. Je rappelle quand même que c'était possible à l'époque de rappeler son ambassadeur en disant on n'accepte pas ce genre de choses. Et vous avez vu qu'il a été récemment à nouveau agressé, enfin qu'il a été agressé et qu'il a perdu la vue, une partie de l'usage d'un bras. Et ça ne se passe pas. Enfin, ça se passe sans problème. Un certain Mélenchon avait fait savoir en son temps que d'une certaine manière il l'avait bien cherché. Alors, vous aviez consacré un livre antérieur à nier la réalité du Christ, et vous y revenez dans cet ouvrage. On aura du mal à vous suivre, nous qui avons mis si longtemps à nous réconcilier avec le christianisme. Mais vous dites quand même, j'aurais aimé, moi qui aurais aimé être moine, mais qui n'y ai pas songé plus longtemps que ça, faute d'avoir la foi. Vous avez vraiment... était tenté par cette vie-là, oui. Je suis pas sûr de ne pas l'amener aujourd'hui. je suis marié, mais mon épouse vit chez elle, moi je vis chez moi, j'ai une vie de travail très austère et je peux passer ma journée à ne voir personne dans les livres et dans l'écriture, et ça me va très bien. En même temps, je ne nie pas l'existence de Jésus, je nie son existence historique. Et je dis que Jésus est un personnage conceptuel issu de l'Ancien Testament. C'est plus compliqué que de dire je raye Jésus d'un trait de plume, comme ça. Comme par hasard, tout ce que dit Jésus, tout ce que fait Jésus, tout ce qu'est Jésus est déjà dans la Torah, est déjà annoncé. On trouve tout ça dans l'Ancien Testament. Et j'avais cette hypothèse qui m'a surpris, parce que au fur et à mesure de mon travail, je m'apercevais que ça allait encore plus loin que ce que je pensais. Mais vous savez qu'il y a une dizaine de passages dans le Talmud qui parlent de Jésus, donc la réalité en tout cas du personnage est acquise dans... non, le Talmud est postérieur au Christ. Je n'ai pas dit le contraire, c'est le 1er, 2e siècle, mais il est fait référence à un être qui s'appelait Jésus. Oui, d'accord, mais c'est ce qu'on me dit avec Tacite, avec Suétone ou avec Flavius Joseph, qu'il y ait des chrétiens n'est pas la preuve de l'existence historique de Jésus. Quand il y a des gens aujourd'hui qui sont raéliens, c'est pas la preuve que les soucoupes volantes sont susceptibles de nous sauver de l'humanité si on sacrifie à Raël. La divinité de Raël reste à prouver. Donc qu'il y ait eu un christianisme naissant avec des gens qui se réclamaient de cette figure conceptuelle n'apporte pas la preuve historique de l'existence de Jésus. Mais dans la Torah, oui, elle est antérieure à Jésus, mais le Talmud étant postérieur à Jésus, c'est le Talmud qui fait état de l'existence de communautés qui elles-mêmes ne témoignent que de la croyance en une fiction et pas de la réalité de cette fiction. Alors, il y a une charge contre Paul Ricoeur qui est dure, voire injuste. Chez vous, on savait qu'il avait été pétainiste entre 1940 et 1941, mais ni avant ni après, et vous rallumez cette querelle et vous ressortez de vieux textes qui auraient pu être publiés, mais qui ne l'ont pas été. Est-ce que ça n'est pas pour le coup de l'acharnement ? Je suis étonné que vous puissiez penser pareillement. Il y a une fiction qui a été écrite sur Paul Ricoeur en disant il a été un an pétainiste et il s'est un peu égaré. Et moi, je rapporte à partir du travail effectué par François Dos, il a fait une biographie de 600 pages. Donc moi, je ne tiens mes informations que de là, en disant mais n'oubliez pas que c'est un mensonge, c'est une fiction. Alors on est injuste avec Ricoeur quand on adopte ces mensonges. Je dis qu'il a été pétainiste plus longtemps, qu'il y a effectivement des notes et qui en atteste. Alors évidemment, vous pensez bien qu'à la Libération, ces notes-là, vous n'allez pas les publier, puisqu'elles témoignent contre vous. Donc évidemment, ces notes qui existent, mais qui ne sont pas publiées, font la démonstration qu'il a été pétainiste beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Alors moi, je veux bien de là à dire que c'est l'un des plus brillants propagandistes de la pseudo-révolution nationale dans les cercles pétains... Du Stalag, si, c'est de fait, dans le Stalag, c'était le cas.
Oui, dans le Stalag, il y a... Oui, il a été, prisonnier de guerre, c'est de ce dont je parle. Comme Emmanuel Lévinas, qui était son ami, qui a toujours témoigné pour lui. Non, mais je ne dis que la vérité dans cette aventure. Donc je dis, tout ça, c'est au Stalag. Là, vous sortez la phrase comme si, en 1960, Ricoeur avait été un ardent propagandiste de Pétain. Non, je dis simplement qu'au Stalag, de la même manière que Sartre, qui était lui aussi dans un Stalag, il y avait dans des Stalags des bibliothèques, la possibilité d'organiser des cours, des universités populaires, des concerts. Bariona, la pièce de Sartre, a été écrite sur place et montée sur place et jouée sur place. Et c'est dans la configuration de ces cours que Paul Ricoeur a fait l'éloge de Pétain. C'est-à-dire que prisonnier dans un stalag, il faisait l'éloge de la Révolution nationale. Oui, on peut dire ça, mais enfin, il n'a jamais... C'est factuel. Oui, il n'a jamais nié ce passage, avec d'ailleurs toute une série de gens autour de la revue Esprit. Oui. Non, mais il l'a nié parce qu'il a dit que ça avait été beaucoup plus court que ce qu'on avait imaginé. Dans le genre, je me suis égaré pendant 1 an. Non, ça a été pendant plusieurs années au Stalag. Puis après, évidemment... Mais moi, je fais tout ce travail d'histoire des idées. C'est la même chose avec Beauvoir, c'est la même chose avec Sartre, qui sont des gens qui ont collaboré. Simone de Beauvoir, en 1944, elle travaille à Radio Paris, avec Hérold de Paquis, qui tient des propos antisémites juste avant qu'elle n'entre dans le studio. Jean-Paul Sartre écrit dans une revue qui s'appelle Comédia, en 41, en 43, et en mars 44, quand meurt Giraudoux, qui lui était proche du régime pétiniste. Donc, ces gens qui nous disent qu'ils ont été... résistants, alors que c'est complètement faux, je tiens à dire qu'ils ont menti. Alors, est-ce que c'est être cruel? Est-ce que c'est s'acharner? C'est comme on voudra, mais moi, je ne veux pas des mythes et des mythologies. C'est mon travail de philosophe que de démystifier les légendes d'un Jésus qui serait monté au ciel le 3e jour après avoir ressuscité, ou d'un Freud qui guérirait... les gens simplement à les écouter, allongés sur un divan, ou de Ricoeur qui aurait été... très peu de temps pétiniste, etc. Non, je pense qu'il y a un travail de vérité à faire et que c'est le travail du philosophe. Alors, je reviens avec vous à l'actualité, puisque votre livre, évidemment, a été écrit avant ce qui nous est tombé sur la tête depuis la dissolution décrétée par le président de la République, dans le chaos politique qui s'est installé en France au lendemain de cette dissolution. Est-ce que c'est la foudre qui gouverne le monde ? Alors d'abord, si le titre est beau, c'est grâce à Héraclite, puisque c'est une phrase d'Héraclite. La foudre gouverne le monde. Donc évidemment, je l'ai un peu détourné, parce que à l'époque, ce qu'on appelle les présocratiques, on réduit la totalité du monde à des éléments, à l'eau, à la terre, au feu, etc. Et lui pense que c'est la foudre, et que la foudre, elle permet ce qu'il appelle le polémos, le combat, entre deux opposés, entre deux tensions. Et je pense que, outre la dimension poétique de cette belle phrase d'Héraclite, elle nous dit effectivement que c'est le feu qui fait la loi dans nos époques. Mais le feu du bruit et de la fureur de Shakespeare, si vous voulez. Et la tragédie est toujours là, en embuscade. Alors il y a des moments plus ou moins calmes, et puis il y a des moments où la bête se réveille. Je vous rappelle que les dernières phrases de Camus sont prémonitoires. La peste, elle se termine sans se terminer. Il nous dit dans les dernières lignes que le bacille est là, quelque part, tapis dans un coin, dans des vieux chiffons, dans des vieux tissus, etc. Voilà. Et que le jour venu, la peste, elle repart. Et comme il avait parlé de la peste de manière générale, les communistes n'avaient pas beaucoup aimé, parce qu'ils estimaient que ça concernait aussi le communisme. Mais je pense que ça concernait toutes les pestes. Donc ça peut être la peste contemporaine de Camus, c'est-à-dire le bolchevisme et le national-socialisme, mais ça peut être aussi la peste islamiste aujourd'hui. Et on le voit très bien, on a aujourd'hui avec Mélenchon un candidat islamo-gauchiste qui est une des modalités du retour de la peste. Et c'est une hypothèse qui vous paraît possible, celle d'un Jean-Luc Mélenchon qui réussirait à s'imposer comme Premier ministre d'un futur gouvernement? Par un jeu d'alliance, oui. Je pense toujours que ces choses se passent comme ça. Je ne suis pas du genre à solliciter Hitler en permanence, mais Hitler est arrivé au pouvoir comme ça, par des jeux d'appareils qui n'ont pas rendu possible des alliances entre les socialistes et les communistes, pour le coup, et qui ont fait qu'Hindenburg a nommé Adolf Hitler. Donc personne n'aurait cru que ce petit caporal puisse arriver à la tête du Reich. Et il est devenu chancelier du Reich, comme chacun sait, et avec la suite que personne n'ignore. Donc je pense que Mélenchon fait un peu comme Marine Le Pen, c'est-à-dire il reste dans son coin ne bougeant pas, et en disant... je suis prêt à leur sauter à la gorge. Il a déjà obtenu
que des gens fassent des mariages contre nature. Enfin, le nouveau parti anticapitaliste qui est franchement dans la défense du terrorisme palestinien, en compagnie de Glucksmann, qui lui est juif et s'est fait cracher dessus par des antisémites quand il faisait sa campagne, et ces gens-là prétendent faire un mariage d'amour. Vous pensez bien que si tous contribuent à amener Mélenchon au pouvoir de Matignon, eh bien, ce sera en faveur, non pas des thèses de Glucksmann, mais des thèses du nouveau parti anticapitaliste. C'est-à-dire que, en gros, on nous demande de voter pour le Hamas, pour voter pour les gens qui nous disent que la police tue, par exemple, et qui estiment qu'un gamin qui est mineur, qui a une voiture volée, qui n'a pas de permis de conduire, qui n'a pas d'assurance, est une petite victime de notre société qui est raciste, fondamentalement raciste, et avec une police qui tue. Si c'est pour ça qu'on veut voter, ben votons, mais je pense qu'il y a un moment donné où, sous prétexte de péril avec Marine Le Pen, on installera un péril, alors je ne vais pas dire plus grand, un autre péril, mais moi j'ai pas du tout envie de voir la famille Traoré présentée comme une famille héroïque en nous disant c'est un modèle de métissage réussi, avec la haine qu'il y a en permanence. C'est une base continue avec la haine des Juifs en permanence, mais en permanence. Vous le considérez, Jean-Luc Mélenchon, comme un antisémite, ou c'est un simple antisémite, comme vous le montrez à travers ses déclarations sur Ahmadinejad, ou est-ce que c'est un pur calcul électoral? Parce que vous le connaissez bien. Non, pas du tout. Vous ne connaissez pas? Non, pas du tout. Ah, non. Non, j'ai dit que je pourrais voter pour lui. C'est quelque chose qui me colle au basque depuis des années. Chez Laurent Ruquier, alors qu'il ne s'était jamais présenté aux élections présidentielles, Mélenchon, et il m'avait dit, vous savez pour qui vous allez voter? Alors, je ne sais pas, c'est il y a 20 ans. Je lui ai dit, non, je ne sais pas. Mais il n'avait pas une idée? Non, je ne sais pas. Et si Mélenchon y allait, je dis, mais ça pourrait peut-être m'intéresser. Et à l'époque, il n'était pas encore question qu'il y aille. Et donc, après, on a dit, il a soutenu Mélenchon. Et il le connaît bien, c'est faux. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, pour un déjeuner qui a été organisé par mon éditeur. Et puis, non, une deuxième fois, parce qu'à l'issue de ce déjeuner, on avait fait des photos aussi pour un article de lui, dont j'avais découvert qui il était, pour un livre de moi qui s'appelait Manifeste hédoniste, où j'avais invité des gens, et j'ai demandé expressément, Gilles Aéry, qui était mon éditeur à l'époque, pourrait témoigner, que je ne voulais pas que ce texte paraisse, je ne voulais pas que ces photos paraissent, parce que je découvrais qui était véritablement Mélenchon, qui est antisémite. Et aujourd'hui, vous dites, il est antisémite. Oui, je le dis, oui. Merci Michel Onfray, c'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. L'invité de Pont Neuf était Michel Onfray pour son livre La foudre gouverne le monde, paru aux éditions Albin Michel. Bon dimanche à tous.